Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce numéro exceptionnel de Zone Interdite. Vous l'avez compris, nous sommes en baie de Cannes ce soir et nous sommes à bord d'un superbe yacht, le yacht du prince Al-Walid bin Talal, un prince saoudien. C'est la 5e fortune du monde. Il a accepté que nous soyons à bord. Il va parler avec nous de l'actualité internationale. Mais auparavant, vous allez voir dans quelques instants un reportage sur sa vie quotidienne. Bonsoir, Your Highness. Merci d'être avec nous. Je suis heureux de vous recevoir sur mon bateau. Alors, je sais que vous venez à Cannes régulièrement depuis que vous êtes enfant. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous aimez notre pays, la France? We've been coming to Cannes for the last 20 years. Ça fait 20 ans que ma famille vient à Cannes. Ça a commencé avec mon père et depuis on continue. Quel est votre souvenir, le meilleur souvenir en France, notamment quand vous étiez enfant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a créé un lien indéfinissable avec notre pays? J'ai toujours aimé la France et les villes françaises, mais c'est après un problème très particulier que je me suis vraiment attaché à votre pays, surtout à cette région du Sud. Mon fils a eu un grave accident ici, il a été grièvement blessé. Il a été transporté à Marseille, à l'hôpital de la Timone, où on lui a sauvé la vie. Depuis ce jour, je suis resté très attaché à la France. Alors vous êtes un prince saoudien, vous êtes un homme puissant, comme on va le comprendre à travers le reportage de tout à l'heure. L'Arabie Saoudite, c'est intéressant que vous acceptiez de cette interview ce soir, parce que l'Arabie Saoudite est dans l'œil du cyclone, terrorisme, montée également du prix du pétrole, montée de l'islamisme, on parlera de tout ça tout à l'heure. Mais d'abord, on va vous suivre dans votre vie quotidienne, à la fois d'homme d'affaires, mais aussi dans vos loisirs, dans vos moments de détente, en Arabie Saoudite, mais aussi à l'étranger. C'est un reportage qui va nous emmener un peu partout dans le monde, et notamment à Beyrouth, à Paris, et également à Riyad, bien entendu. C'est un reportage signé Christophe Brûlé sur des images d'Arnaud Mansir, et ça commence à Courchevel, sur des pistes de ski. C'était l'hiver dernier. Le 22 janvier dernier, sur les pistes de Courchevel, notre première rencontre avec le prince Al-Walid. Le milliardaire saoudien est en vacances en France pour une semaine. Sur les pistes, un skieur comme les autres. Vous êtes sûr que je dois mettre le masque? Hein? Ouais, vu qu'on monte, vous aurez besoin du masque, mais là maintenant vous êtes bien. Seule la présence d'un moniteur de ski américain et de quelques gardes du corps le distingue des autres vacanciers. Et pourtant, cet homme possède la 5e fortune du monde, 20 milliards d'euros. Nous sommes au téléphérique qui monte à la Solire, le plus haut sommet de Courchevel. La météo est mauvaise et l'accès est fermé. Mais pas pour Walid bin Talal. Le milliardaire saoudien a réservé pour lui et pour sa suite le restaurant situé au sommet de la station. Merci Votre Altesse, c'était du très bon ski aujourd'hui. Excellent. Nous arrivons au sommet. À presque 3000 mètres d'altitude, l'endroit est désert. Il est 17h, c'est l'heure de la prière. Le prince Al-Walid est un musulman wahhabite, la branche la plus rigoriste de l'islam. Strict respect des principes du Coran et prière obligatoire 5 fois par jour, quelles que soient les circonstances. Il fait moins 10 degrés, il neige, peu importe. La scène peut paraître insolite, mais pour ce Saoudien, rien d'extraordinaire. Nous avons skié aujourd'hui en toute simplicité. Mon fils a skié, ma fille a skié, nos amis ont skié, que ce soit des hommes ou des femmes d'Arabie Saoudite. Et puis quand l'heure de la prière est arrivée, eh bien nous avons prié. Donc il n'y a aucune contradiction entre être un bon musulman pratiquant et puis être impliqué dans la société, avoir un bon comportement social. Le prince Al-Walid défend l'image d'un islam rigoureux, mais moderne. Et s'il en fait un combat personnel, c'est qu'il n'est pas seulement l'homme le plus riche de son pays. Il est aussi le petit-fils du fondateur de l'Arabie Saoudite, le roi Abdelaziz Al Saoud, et le neveu du roi Fahd, qui est mort cet été. En vacances en France, le prince Al-Walid bin Talal bin Abdelaziz Al Saoud passe la soirée entouré de ses amis, dans ce restaurant d'altitude qu'il a réservé à son usage exclusif. Prince et milliardaire, cet homme a un objectif, changer son pays.
Je suis tout ça en même temps. Un Saoudien, un homme d'affaires, un membre de la famille royale. Je suis très proche du gouvernement saoudien parce que je suis l'un d'entre eux. Et puis en même temps, je suis un homme d'affaires qui peut parler librement et franchement. Et j'ai la liberté de dire ce que je pense. Il est 23 heures. Le prince Al-Walid a fait allumer un grand feu, dans la neige. Il aime retrouver l'ambiance du désert, une tradition arabe. Il a même apporté de la musique. Autour de lui, sa suite. De vieux bédouins qui l'accompagnent partout, quelques amis, mais aussi son valet, son coiffeur, son médecin, ses gardes du corps et un conseiller financier américain. Le prince n'hésite pas à s'afficher en présence de femmes. Ce sont des Saoudiennes, elles travaillent avec lui. Ce soir-là, le prince nous a donné un rendez-vous. Trois semaines plus tard, nous sommes à Riyad, la capitale du royaume d'Arabie Saoudite. 4 millions d'habitants, une ville qui se construit sans cesse et gagne sur le désert. Une ville à l'américaine, divisée en blocs, quadrillée d'avenues et d'autoroutes. On n'y fait rien sans sa voiture. Pour trouver le prince, c'est facile. L'homme le plus riche du pays s'est fait construire une tour à sa mesure, la plus haute d'Arabie Saoudite. 304 mètres, 77 étages. Mais pas le temps de visiter la tour, car au rez-de-chaussée, le prince est sur le départ. Il se rend aux obsèques de l'ex-premier ministre libanais, Rafik Hariri, tué l'avant-veille dans un attentat à Beyrouth. Nous partons pour le Liban. Le prince Al-Walid est membre de la famille royale, mais il n'a aucune fonction officielle. Son voyage au Liban se fait donc à titre privé. Pourtant, lorsque l'homme le plus riche du pays part à l'étranger, cela ressemble fort à une visite d'État. À l'écart de la zone commerciale de l'aéroport, voici l'avion du milliardaire. Ce parking est réservé à la famille royale. L'avion du prince Al-Walid est un Boeing 767. Protocole oblige, le prince est le premier à monter à bord. Il y a 2h30 de vol pour atteindre Beyrouth. Le temps de visiter. Au centre de l'avion, le prince dispose d'un petit bureau. Et voici sa chambre. Le dessus de lit est en vison. Mais le prince n'y dort jamais. Bien sûr, il y a une salle de bain. À l'avant, c'est le grand salon. Walid bin Talal voyage avec ses conseillers. Ce jour-là, son médecin privé et un avocat. Les hôtesses sont saoudiennes, anglaises, polonaises, et le prince souhaite qu'elles soient habillées à l'occidentale. Le milliardaire saoudien possède en fait 3 avions privés, dont 2 plus gros que celui-ci, un Airbus A340 et un Boeing 747. Il a l'embarras du choix. Certains avions ne peuvent pas atterrir sur de petits aéroports. Alors dans ces cas-là, on choisit le petit modèle. Certains avions sont plus rapides que d'autres aussi. Alors certaines fois, on prend le plus rapide. Et puis il y a des avions qui prennent plus de passagers que d'autres, mais qui coûtent plus cher aussi. Alors au final, on choisit selon les besoins. Même en avion, le prince Al-Walid n'oublie pas l'heure de la prière. Cet homme qui fait chaque année près de 10 fois le tour de la planète ne veut pas perdre un instant quand il voyage. Il veut garder le contact permanent avec ses affaires. C'est la responsabilité de Raouf, un franco-algérien. Dans l'avion, Raouf vérifie les liaisons par satellite. Tout doit fonctionner. Quand on vole à travers toute la planète, il n'y a pas des zones d'ombre, des endroits où on ne peut plus être joint? Non. Mon travail, justement, c'est d'effacer ces zones d'ombre-là. Je dois toujours trouver une technologie qui nous permet de ne pas avoir de zones d'ombre. C'est là que je change donc les satellites par rapport à l'endroit où on est sur Terre.
J'ai juste à changer le satellite pour établir la communication. Et à partir de là, je transfère les appels au prince. Et sinon, des fois, lui, c'est lui qui m'appelle pour appeler quelqu'un et le transférer d'ici. Donc tout se passe ici. Le fax, l'email, tout arrive là. Aujourd'hui, si le prince tient à se rendre au Liban, c'est parce qu'il a des liens particuliers avec ce pays. Ma mère est libanaise. Elle est la fille de Riyad El Sol, le tout premier ministre après l'indépendance du Liban, une indépendance obtenue de la France. Et moi, j'ai habité au Liban, où j'étais à l'école élémentaire, chez ma mère. Si par son père, le prince est un des héritiers du fondateur de l'Arabie Saoudite, il est donc aussi par sa mère le petit-fils d'un des fondateurs du Liban moderne. Une double filiation qui fait de lui un des hommes les plus puissants du Moyen-Orient. Et pendant que l'avion du prince survole la ville, les Libanais enterrent leur ex-premier ministre. Au Liban, dont il a aussi la nationalité, Walid bin Talal est reçu comme un chef d'État. Au pied de son avion, un cortège de voitures blindées, mis à sa disposition par la présidence de la République libanaise. Ce jour-là, des responsables politiques du monde entier sont à Beyrouth. Voici l'avion de Jacques Chirac. Dans la ville, 3 jours après l'attentat, la tension est à son comble. L'objectif du prince est de se montrer aux côtés de la famille de Rafik Hariri, dont il était pourtant un adversaire politique. Mais il est venu dénoncer le terrorisme. Walid bin Talal est accueilli par les fils du Premier ministre assassiné. Voici Baha, le fils aîné, celui qui doit recevoir les condoléances. Toutes mes condoléances. Je suis venu avec mon fils Khaled. Merci beaucoup. Nous allons ouvrir une nouvelle page. Sois sûr que je suis ton frère en Arabie Saoudite. Nous devons nous rencontrer plus souvent, collaborer plus intensément pour la renaissance du Liban et pour continuer ce que Rafik a commencé. Rafik a perdu sa vie pour le Liban. Et sur le perron de la résidence Hariri, les deux hommes font une déclaration commune. C'est exactement ce que souhaitait le prince. Est-ce que vous soutenez une enquête internationale, Votre Altesse? Je laisse cela pour les hommes politiques. Je suis venu présenter mes condoléances, du cœur au cœur. Nous sommes loin maintenant des choses politiques. Je suis venu présenter mes condoléances à mes frères, les fils de Rafik Hariri. Et nous disons que cette maison est la maison d'Al-Walid bin Talal. Je le répète, cette maison est bien la maison d'Al-Walid bin Talal. Retour à Riyad. Et cette fois-ci, nous allons pouvoir visiter la tour du prince Al-Walid. Presque au sommet, voici le siège de sa société, Kingdom Holding. Le prince Al-Walid n'est pas un roi du pétrole, mais un financier. Sa société, fondée il y a 25 ans avec, selon lui, 15 000 $, pèse aujourd'hui près de 24 milliards de dollars. Il est 30 fois plus riche que la reine d'Angleterre. Le milliardaire est actionnaire de plusieurs dizaines de multinationales, dont les logos sont affichés sur les murs du hall d'entrée. Et à l'entendre, s'enrichir, c'est facile. Il suffit d'acheter quand une très grande marque se porte mal. Ces entreprises ont toutes connu des difficultés, parfois même des grosses difficultés, mais elles ne seront jamais fichues. Et notre travail à nous, c'est d'être à l'affût de ces sociétés. Et au bon moment, on achète. Pour moi, le secret, c'est de savoir quand acheter et à quel prix. C'est ça qui vous fait gagner beaucoup d'argent. Son plus joli coup, c'est en 1991. Le prince achète alors 600 millions de dollars d'actions de Citigroup, la plus grande banque du monde, à l'époque en pleine crise. Depuis, sa mise a été multipliée par 18. Ce milliardaire investit aussi dans l'industrie hôtelière et l'immobilier. Et il est propriétaire de 6 chaînes de télévision. Mais le prince Al-Walid n'est pas seulement un homme d'affaires. Il a aussi l'ambition de réformer la société saoudienne. Son premier combat est un combat pour les femmes. En Arabie Saoudite, les femmes ont l'obligation de porter le voile. Il leur est impossible d'étudier, de travailler, de conduire, de voyager sans l'accord de leur mari ou de leur père. Dans certains lieux publics, comme dans ce centre commercial, il existe même des séparations physiques qui empêchent hommes et femmes de se côtoyer.
Toutes ces règles sont strictement contrôlées par la police religieuse. Mais dans les bureaux du prince Al-Walid, des femmes travaillent avec des hommes. Elles ne portent pas le voile et leurs tenues sont même féminines, presque sexy. Une situation à ce point révolutionnaire que certaines de ces saoudiennes ont refusé d'être filmées. Pour le prince, les contraintes qui pèsent sur les femmes saoudiennes n'ont rien à voir avec la religion. Elles sont imposées par la tradition, et la tradition, il veut la bousculer. Je suis à l'avant-garde, aux avant-postes, en offrant aux femmes des postes importants dans ma société. Car j'espère que nous serons la locomotive pour d'autres entreprises, et même pour le gouvernement, afin de permettre aux femmes de travailler. Bien sûr, dans les limites de la tradition islamique. J'insiste sur ce point, car je ne veux pas que qui que ce soit détourne mon discours et dise « Attention, il n'est pas dans les limites de l'islam ». Non, non, je suis dans les limites de l'islam. Dans ce bureau, 2 jeunes saoudiennes font du secrétariat. Chacha et Noaf sont des pionnières, les premières secrétaires saoudiennes à travailler sans foulard, dans la même pièce que des hommes. Leur situation est si exceptionnelle qu'elles n'osent pas en parler autour d'elles. Pour nous, elles font une exception. Vous savez, j'avais un peu peur quant à la réaction de certaines personnes, certains de mes proches, des gens que je connais. Mais vous m'avez dit que c'était pour la télévision française, et j'espère que c'est vrai. Et si ça passait sur la télé saoudienne? Non, je ne pense pas. Je n'aurais jamais accepté. Je n'aurais jamais dit oui. Parce que vous savez, je pense que j'aurais eu plein de critiques de proches qui seraient allés voir mon père et ma mère pour leur dire « Pourquoi tu la laisses travailler dans cet endroit? Ce n'est pas bien. » Pour pouvoir travailler ici, ces jeunes femmes ont dû obtenir l'aval de l'homme qui leur est le plus proche. Pour Noaf, son père, et pour Shadja, son mari. Au début, il n'était pas vraiment d'accord. Mais on en a beaucoup parlé. Et il est venu ici avec moi pour voir comment c'était. Ça lui a plu, il a été d'accord. Et c'est facile pour vous de travailler avec des hommes? Oui, c'est très facile pour moi. Je les traite comme des collègues, hommes ou femmes, ce sont tous les mêmes. C'était ma décision de saisir ou non cette opportunité, mais j'étais très contente qu'il nous ait donné cette grande chance. Je peux donner plus à ce pays, et je peux prouver que je peux faire le travail d'un homme dans un environnement mixte, et que cela ne m'affectera pas. Ce n'est pas rien, vous savez. Mais voilà, si l'initiative du prince plaît à ses visiteurs occidentaux, elle se limite au siège de son entreprise. Une goutte d'eau dans l'océan de conservatisme saoudien. Mais le prince veut y croire. Je peux vous assurer que tout ce que nous avons déjà fait depuis l'an dernier se répand déjà dans la société. On parle déjà du vote des femmes pour les prochaines élections municipales. On entend déjà parler de la possibilité que des femmes soient employées dans la diplomatie. On entend déjà parler du fait que des femmes puissent aussi être employées par des ministères, dans des administrations. Donc l'utopie se réalise, et l'idéal aussi. Bon, ça progresse pas très vite, mais c'est en route. Le lendemain, au même endroit. Et ce jour-là, le prince Al-Walid a un rendez-vous. Allô? Allô? Faisal, vous êtes où? Allez, dépêchez-vous. Un rendez-vous et pas avec n'importe qui. Votre Altesse, vous attendez qui là? J'attends le Premier ministre du Pakistan qui arrive là maintenant. Vous le connaissez depuis longtemps? Oh, ça fait longtemps qu'on se connaît. Il était à la banque Citigroup. C'était un des hauts responsables de Citigroup. Et puis il était aussi Citigroup, dont je suis un des gros actionnaires. Il était aussi le PDG de la Saudi American Bank, dont je suis aussi un des actionnaires. Enfin, c'est vraiment une grosse pointure. Et de le connaître, ça aide dans les affaires? Ça fait pas de mal. La délégation pakistanaise arrive. Le comité d'accueil est prêt. Le Premier ministre pakistanais, Shaukat Aziz, gouverne depuis un an un pays de 150 millions d'habitants confrontés au terrorisme et aux difficultés économiques.
Ce rendez-vous avec Walid bin Talal est crucial pour le Pakistan. Le pays a besoin d'argent. Le Premier ministre a 1 heure pour convaincre un des plus gros investisseurs du monde. Mais avant de parler affaires, on parle politique. Nous faisons le maximum pour développer une image adoucie du vrai Pakistan. Je pense que c'est une nécessité. Pas seulement pour le Pakistan, mais pour tout le monde musulman. Après le 11 septembre, si vous grattez un peu et que vous parlez aux gens, s'ils vous parlent franchement, vous verrez qu'ils ont de drôles d'idées sur l'islam et sur ce que nous pensons. Et bien sûr, le Pakistan et l'Arabie Saoudite sont les plus exposés. Oui, et je leur réponds, regardez, j'ai la même cravate. Je vais dans les mêmes restaurants, quelle différence? Ce n'est pas parce qu'une petite minorité pense différemment que tout le monde pense différemment. En Europe, c'est un peu mieux, mais pas en Amérique. Les 2 hommes sont sur la même longueur d'onde. Ils vont maintenant parler affaires. Il faut préparer le prochain voyage du prince au Pakistan. Le Premier ministre devient VRP. Nous avons pu filmer l'entretien. Le Pakistan se débrouille bien en ce moment. Oui, on s'en sort bien. On a un taux de croissance de 7% cette année. Peut-être plus. L'an prochain devrait être encore mieux. Et on vous attend. Quelle que soit la date de votre arrivée, je vous emmènerai voir le président. Puis, dans la soirée, nous donnerons une réception pour son Altesse. Nous pouvons avoir la totalité de la communauté d'affaires au Pakistan. L'immobilier est le principal investissement. Donc, si vous pouvez trouver un associé qui vous donne le terrain, alors vous pouvez construire. Sinon, ce n'est pas que c'est un problème, mais c'est toujours mieux de trouver un partenaire. Je lui donne toujours des bons conseils. Ça me rappelle Citigroup. Donc, avant votre arrivée, on vous fera un menu. D'accord, on en reparlera avec les intéressés et puis on verra. Mais j'aimerais me concentrer sur 1 ou 2 gros projets. La télévision pakistanaise arrive. Bon, on refait tout le rendez-vous maintenant. On vient de se rencontrer. Fin de la conversation privée. C'est ainsi que le prince fait des affaires. Sa puissance de feu est telle que même des chefs de gouvernement se pressent dans son bureau pour obtenir ses faveurs. Ces 10 dernières années, le prince Al-Walid a ainsi rencontré plus de 120 rois, présidents ou chefs de gouvernement. Une incroyable liste. La reine d'Angleterre et son fils. George Bush et son père. Mais aussi le colonel Kadhafi, Yasser Arafat, Silvio Berlusconi, Juan Carlos d'Espagne, sans oublier Jacques Chirac qui a reçu le prince à l'Élysée en juillet 1999. Comment on peut faire le cas échéant pour prendre contact avec vous? Peut-être pouvez-vous voir avec parce que j'ai une idée. Vous pouvez considérer que je suis prêt. Voilà, comme vous êtes un ami, vous m'avez aussi. Un palmarès impressionnant. Question, entre tous ces responsables politiques et lui, qui est le plus puissant? Clairement, un homme d'affaires qui travaille dans sa propre société, comme c'est mon cas, peut rester en place indéfiniment. Vous pouvez durer 20, 30, 40, 50 ans. Alors que si vous êtes au gouvernement, vous devez gagner des élections. Vous pouvez perdre, vous pouvez gagner. Donc il y a moins de chances pour une personne au gouvernement de rester longtemps en place que pour un homme d'affaires. Parce que moi, je décide pour moi-même. Personne ne décide à ma place. Je suis le PDG de cette entreprise, j'en détiens 100% des parts. C'est moi qui tiens les rênes. Donc, vous êtes plus puissant qu'un Premier ministre? Si c'est vous qui le dites, ça me va. Allez, on part tout de suite. Le prince Al-Walid est capable de passer d'un rendez-vous avec un Premier ministre à un projet très local. Direction le désert. Et c'est le prince qui est au volant. Dans sa voiture, une installation unique au monde, la télévision, mais par satellite. 180 chaînes. Il zappe en permanence.
Votre Altesse, vous regardez toujours la télé en conduisant comme ça? Oh, je regarde la télé, je téléphone, je discute, je signe des contrats. Bah ouais, pourquoi? Vous avez une assurance vie? Oui, oui. En France, mais pas ici. Pourquoi, vous avez peur? Nous sommes à la sortie de Riyad, aux portes du désert. Ici, Walid bin Talal possède du terrain, 20 millions de mètres carrés. Et voilà sa méthode pour transformer du sable en dollars. J'ai acheté ce terrain il y a longtemps, celui qu'on va voir maintenant. Et vous voyez, les constructions sont allées au-delà du terrain. Donc, il y a la ville qui se construit, et mon terrain est au milieu. Et c'est pour ça que sa valeur augmente. Depuis 8 ans, la valeur de son terrain s'est multipliée par 7. Encore quelques années, et ce sera le jackpot. Votre Altesse, on a dépassé la sortie. Vous pouvez faire demi-tour? Quoi? Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Vous étiez en train de parler, Votre Altesse. On n'a pas voulu vous interrompre. Demi-tour. Derrière la voiture du prince Al-Walid, toute une caravane le suit. Ce sont ses conseillers, architectes et géomètres. Une expédition. Il faut passer en tout terrain. C'est joli par ici. Il y a un bouton. Laisse-moi regarder, c'est celui-là? Automatique? C'est écrit là. Ouais, j'essaye de lire. Alors, 4 bas, ça va être assez? En attendant de revendre ce terrain au prix fort, le prince veut le rentabiliser en créant un camp du désert pour riches expatriés prêts à payer très cher une nuit dans les dunes. Une fois que vous êtes ici, vous avez toute la vallée devant vous. Je continue à monter? Vous pouvez. Encore un petit tour de piste et tout le monde suit. Il faut trouver le meilleur endroit pour imaginer le projet. Pas facile de se repérer dans les dunes. Vous voyez, Votre Altesse, on aperçoit la route d'ici. Mais moi, je ne veux pas voir la route. C'est très important, ça. Alors, regardez plutôt par là. Ça, c'est la tente pour les repas? Oui, c'est la tente principale. Comme beaucoup de membres de la famille royale, le prince Al-Walid doit une partie de sa fortune à des opérations immobilières. Votre Altesse, est-ce que cela aide d'être membre de la famille royale pour avoir des terrains? Non, ça, je l'ai acheté. Je l'ai acheté avec mon argent personnel. Je n'obtiens jamais de terrain gratuitement. Il est souvent dit que des membres de la famille royale obtiennent des terrains gratuitement. Non, ceci a été acheté, et j'en ai la preuve. Je n'ai jamais obtenu un terrain grâce à l'appui du gouvernement. Jamais. Jamais. D'ici, on aperçoit la route, au loin. Le prince n'aime pas l'endroit choisi par ses équipes pour installer le camp. Il reprend le volant pour chercher le site idéal. Je n'aime pas cette vue, c'est vraiment un désastre. Vraiment, hein. J'aime pas. Désolé, hein, mais je préfère te dire la vérité. On n'a encore rien fait, on peut déplacer les drapeaux. Ça y est, ni trop haut, ni trop bas, protégé sans être encaissé, à l'abri des crues, à l'écart de la route, ce sera finalement ici. La tente, on va la mettre ici. Vous savez ce que c'est, ça? Eh ben ça, c'est la sortie de la tente. C'est tout, terminé. Et maintenant, le prince décide du reste. Nous allons maintenant faire notre propre dessin. Nous sommes ici, et derrière nous les collines, correct? Oui. Et voici l'autre colline, là. Tout ça, c'est la vallée. Et puis là, les autres collines. Et on a dit que la tente serait là, n'est-ce pas? Bon, vous allez travailler là. Vous pouvez faire des propositions avec une ou deux options. Vous commencerez par la grande tente, et le reste suivra. Walid bin Talal a parlé, ses collaborateurs n'ont plus qu'à s'exécuter. C'est ainsi qu'il fonctionne avec ses équipes. Prince peut-être, mais surtout patron. D'ici 2 mois, le camp sera installé, et en attendant d'être revendu dans quelques années, ce terrain va déjà rapporter un peu d'argent. Ailleurs, comme pour ces autres terrains dans la banlieue de Riyad, la méthode est différente. Le prince aménage un nouveau quartier pour faire monter la valeur du sol. Voici Kingdom City, un complexe résidentiel destiné à accueillir les riches expatriés qui travaillent pour les sociétés étrangères.
Presque 400 logements et chaque avenue est au nom d'une société du prince. Loyer annuel entre 15 000 et 80 000 euros. À quelques centaines de mètres, voici l'école, Kingdom School, un établissement privé dont la pédagogie est occidentale. Frais de scolarité, presque 6 000 euros par an. Filles et garçons y sont quand même séparés. Arabie Saoudite oblige. Et juste à côté, le prince a aussi fait construire cet hôpital privé dont il a choisi l'architecture. C'est plutôt celle d'un hôtel, comme pour la réception. La clientèle, c'est la grande bourgeoisie saoudienne. 300 chambres décorées avec soin et dignes d'un 4 étoiles. Et pourtant, c'est bien un hôpital qui offre toutes les spécialités et des coffres-forts dans les chambres. Tout autour, les terrains du prince se vendent comme des petits pains et se construisent. Tout le bénéfice est pour lui. Sa plus grosse opération immobilière en Arabie Saoudite est visible de loin, c'est sa tour, la fierté du prince. Regardez ça. C'est aussi beau que Brigitte Bardot il y a 20 ans, non? Ça vous fait rire? Une beauté qui rapporte. En plein centre-ville, toutes les parcelles voisines de la tour ont pris de la valeur. Nous quittons le prince pour aller visiter une autre de ses propriétés, son palais. Voici les murs du palais, une enceinte carrée de 500 mètres de côté, bien protégée. De l'extérieur, impossible de voir ce qui se cache derrière ces murs. Voici la porte d'entrée. Ce palais a été construit il y a 6 ans. Le prince Al-Walid, qui en est à son 4e mariage, vit ici avec sa fille de 21 ans et son fils de 23 ans. À chacun son bâtiment. Un pour le prince et 2 autres pour son fils et sa fille. Au total, 317 pièces. La visite commence par les jardins, dessinés par le prince lui-même. Il adore prendre ses repas en extérieur. Un jardin japonais, quelques rocailles, de quoi organiser d'agréables barbecues. Cette piscine se prolonge à l'intérieur du bâtiment de droite. C'est le jardin secret du prince Al-Walid, le hall africain. Ici, la lumière est jaune, c'est normal, c'est pour faire savane. Walid bin Talal est un passionné de nature et d'Afrique. C'est ici qu'il rassemble ses trophées, ses animaux chassés au cours de safaris africains. La visite continue par des couloirs souterrains. Tous les bâtiments sont reliés entre eux par un réseau en sous-sol. Il y fait plus frais. Et voici le complexe sportif privé du prince. Il s'y rend tous les soirs pour nager dans cette piscine. Il peut y faire des longueurs de 30 mètres ou se lancer de son plongeoir de 5 mètres. Tout autour du bassin, des petits salons permettent de recevoir les amis et de leur montrer la maquette de la tour Kingdom, la fierté du prince. C'est un décorateur français qui a conçu cet endroit. La France, où le yacht du prince est amarré chaque été dans la baie de Cannes. Bien sûr, il y a une salle de cinéma privée. Le prince est un amateur de films américains et côté français, il adore Louis de Funès. Et quand il faut partir, le prince peut choisir. Il change de voiture tous les jours. Des 4x4 qu'il possède chaque fois en double exemplaire, un pour lui et un pour ses gardes du corps. Celle-ci n'est pas en double, c'est la Rolls-Royce du prince. Surprise, ces 2 petites voitures coréennes, le prince est actionnaire de cette marque. Voici la sienne, avec sa plaque personnelle. Dernière étape de la visite, l'entrée vers les salons de réception. Régulièrement, le prince invite ses hôtes de marque, des membres de la famille royale, mais aussi des chefs de tribu venus de toute l'Arabie Saoudite. Et ce qui se dit dans ces salons a de bonnes chances de remonter jusqu'aux oreilles du roi. Notre visite s'arrête là. Le prince ne nous a pas laissé filmer ses appartements privés. Mais Walid bin Talal a voulu nous montrer autre chose, juste derrière son palais. Il est 7 h du matin. Le long du mur d'enceinte, des hommes qui attendent.
Ils sont au moins 500. Et à quelques mètres, autant de femmes. L'ambiance est assez agitée. Vous êtes le numéro 199, madame. Vous pouvez aller vous asseoir là-bas au fond. En fait, toutes ces personnes sont ici pour une raison précise, demander de l'argent au prince. Je suis malade. Je viens demander de l'aide. Il n'y a personne pour m'aider sauf le prince. Mon mari a eu une attaque et il est hémiplégique. Et moi j'ai un cancer et je suis presque aveugle. Et je n'ai que Dieu et le prince Al-Walid. La situation n'a rien d'exceptionnel. 11 mois par an, 5 jours par semaine, de 7h à 10h du matin, une foule se présente au palais, des demandes à la main. Aujourd'hui, les femmes déposent leurs dossiers qui seront étudiés par les services du prince. Elles passent avant les hommes et malgré le désordre apparent, tout va très vite. En moins d'une heure, toutes leurs demandes seront enregistrées. C'est maintenant au tour des hommes de passer au guichet. S'il te plaît, prends ma demande. Prends ma demande, s'il te plaît. Il s'agit d'un système traditionnel fondé sur le Coran. Donner, c'est gagner sa place au paradis. Recevoir, c'est permettre à celui qui donne d'être meilleur devant Dieu. En Arabie Saoudite, les familles riches distribuent toujours de l'argent. L'ambiance est très détendue. S'il te plaît, fais passer mon dossier. Reviens demain à 7h. S'il te plaît, fais passer mon dossier, signe-le, s'il te plaît. Ben, reviens demain. Je te laisse ça, prends ça, pour que tu n'oublies pas. C'est bon, j'ai compris, ça va. Je ferai passer ton dossier. Que Dieu te bénisse. Et donc je reviens quand? Demain à 7h. Que Dieu te bénisse. Ma demande est une habitude annuelle que je présente à son Altesse. Une aide, chaque fois, pour la même chose. J'ai un travail, mais ma famille est grande. Ma famille est grande. Il faut bien vivre. Les princes, c'est eux qui nous demandent de venir. C'est eux qui nous permettent de repartir avec quelque chose. Toute demande doit être justifiée par des dossiers médicaux, des preuves d'endettement, des pièces administratives. Selon nos estimations, au moins 100 000 personnes se présentent ici chaque année. Mais impossible de savoir quels sont les montants distribués. Et ceci, pour des raisons religieuses. C'est de la charité. Chez les musulmans, c'est une pratique qui ne regarde que l'individu et son Dieu. Chez nous, on dit « ce que donne la main droite, la main gauche n'a pas à le savoir », pour éviter la vantardise. Mais les chiffres sont secrets? Je vous ai dit qu'il s'agit d'une relation entre le musulman et Dieu. Cela rend les choses secrètes. Impossible de connaître le montant des sommes distribuées. Nous interrogerons donc directement Walid bin Talal. L'occasion nous en est donnée quelques jours plus tard. 4 ou 5 fois par an, le prince Al-Walid, l'homme le plus riche d'Arabie Saoudite, se rend lui-même dans les quartiers pauvres de Riyad. Car il y a des pauvres dans ce pays. Le prince est entouré de gardes du corps. La visite du milliardaire a été préparée par son service de bienfaisance. Il est attendu. C'est pour moi ça? Vous saviez que je venais, hein? On entre? C'est terrible, c'est terrible. Et c'est ça l'Arabie Saoudite. Vous voyez, c'est un mythe que tout le monde soit riche ici. C'est pas vrai, regardez, là voilà la réalité. Combien de personnes vivent sous le seuil de pauvreté dans le pays? Oh, il y a au moins 700 000 familles. Multiplié par 2 ou 3 personnes, allez, disons 2 ou 3 millions de personnes. Et la position officielle de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, les statistiques officielles, c'est que 2 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Nous devons faire de notre mieux pour les aider, directement ou indirectement. Oh, je le crois pas, regardez ça. L'aide sociale existe en Arabie Saoudite, mais elle est très limitée, tout comme le système de retraite. Et dans le pays, le taux de chômage, selon des estimations officieuses, est de 30%. Car en dehors du pétrole,
peu d'activités économiques ont été développées. L'aide directe du prince, ce sont des distributions d'argent liquide. Et selon la tradition, il s'en charge lui-même. Comment vas-tu? Bienvenue et longue vie. Où est le chef du foyer ici? C'est moi le chef du foyer. Et voici mon fils. Il n'y a que mon fils et moi. Viens ici. J'ai un autre fils criblé de dettes, qui s'appelle Saad. Criblé de dettes. Je suis déjà venu ici. Oui, tu es venu à Ramadan et tu as donné à mon fils Saad qui est grand et brun. Il est toujours criblé de dettes. Et j'ai encore Abdelrahman, Noura et Sheka. Tous comptent sur moi. Où Sheka? Sheka est là. Hassan, où est l'enveloppe? Voilà, c'est pour toi. Il y a ce fils aussi, ce fils qui est malade. Hassan, une autre enveloppe. Et mon autre fils. D'accord, mais arrête de parler. Ça y est, tu arrêtes de parler. Ce soir-là, le prince va distribuer des enveloppes dans une vingtaine de maisons. Et nous pouvons enfin lui demander combien il donne. Votre Altesse, je voudrais vous dire quelque chose. Attends un peu. Votre Altesse, combien est-il dans chaque enveloppe? Je ne peux pas vous dire. C'est entre eux et moi. C'est très intime, juste entre eux et moi. Vous voulez dire que vous savez pour chacun d'entre eux combien il y a? Oui, je sais. C'est pareil pour tout le monde. Et vous ne pouvez pas nous dire combien il y a? Non, je ne préfère pas. C'est vraiment quelque chose entre eux et moi, si ça vous ennuie pas. Vous comprenez? Je n'aime pas parler de ça en particulier. Oui, mais à partir du moment où vous nous montrez, la question évidemment est combien y a-t-il? C'est logique pour nous. $1000. $1000 chacun? Oui. Oui. Qu'est-ce que ça représente en termes de salaire par rapport au pays? Pas grand-chose. Ces gens, par exemple, ils ont un loyer de $2000 par an. Alors, vous leur payez presque un an de loyer. Je viens là 1 ou 2 fois par an. Parfois, quand il y a des cas vraiment difficiles, ils viennent au palais. On leur dit qu'ils peuvent venir. Parfois, cela varie entre $1000 et $3000. Parfois. Minimum $1000, maximum 3000. C'est l'échelle. Ce soir-là, Walid bin Talal a distribué devant nous près de 40 000 €. Ce soir-là, Walid bin Talal a distribué devant nous près de 40 000 €. Mais le prince ne limite pas sa générosité à son pays. Il finance aussi des programmes de développement en Afrique. Avec plus de 100 millions d'euros distribués chaque année, selon lui, il est un des plus généreux donateurs privés de la planète. L'hiver dernier, il a par exemple donné 14 millions d'euros aux victimes du tsunami. Nouveau voyage pour le prince Al-Walid. Mais cette fois-ci, nous utilisons un autre de ses avions, un Airbus A340, qu'il a racheté à l'émir du Qatar. Cet appareil sert au vol long courrier. Nous survolons la France et sommes en route vers Paris. Ce sont les vacances du prince, accompagné comme toujours de sa suite. À l'arrière, tout le monde joue à la belote, très populaire en Arabie Saoudite. Pendant ce temps-là, à l'avant, le prince est avec ses amis proches. Bon, je vais prier maintenant. C'est l'heure de la prière. Pour trouver la direction de la Mecque, il suffit de jeter un œil aux écrans. Malgré son immense fortune et sa vie hors du commun, le prince Al-Walid se défend d'avoir perdu le contact avec la réalité. Je ne laisserai jamais le pouvoir m'aveugler. Jamais. Un journaliste m'a demandé une fois, Prince, vous êtes numéro 3 ou numéro 4 dans le monde. Quand est-ce que vous serez numéro 1? J'ai 2 possibilités. Regardez devant moi, les 2 ou 3 personnes qui me dépassent en pouvoir et en argent, me dire, je vais les avoir. Ou regarder derrière moi et voir ces 7 milliards de personnes et dire, oh merci mon Dieu pour ce que je suis. J'ai décidé de regarder derrière moi. Et de dire merci mon Dieu de m'avoir mis devant eux. Et pour ceux qui sont devant, eh bien bonne chance à eux. Le prince Walid est toujours sûr de lui. Et maintenant, ce sont les vacances. Ou plutôt la colonie de vacances. Car quand le prince Al-Walid se déplace avec son entourage, il lui faut un autobus.
Son Altesse est au premier rang. Voici l'entourage du milliardaire, un groupe hétéroclite qui mélange vieux amis, collaborateurs professionnels et employés personnels. Et c'est la tradition, les vieux bédouins, amis de la famille. Voici le médecin personnel du prince. Il est libanais, tout comme le coiffeur. Et ce soir, le disc jockey, c'est la princesse Rim. C'est la cassette de ma fille. Mais d'habitude, j'ai ma propre cassette. Mais là, c'est la sienne. Quel est le nom de ce morceau? C'est un mélange de chansons arabes. Mes chansons préférées. Alors, qui décide, vous ou bien votre père? Mon disque, ma musique. Vous voyez, j'utilise une expression française avec mon fils, ma fille et les gens avec moi. Je pratique le laisser-faire. Elle peut faire ce qu'elle veut et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Chacun a sa liberté et je n'impose rien. Elle a été bien élevée, mon fils a été bien élevé, tous ces gens sont des gens bien, irréprochables, droits, ils font ce qu'ils veulent, tout ceci dans les limites de l'islam. Sous certaines règles, comme par exemple, pas de cigarettes, pas d'alcool, pas de discothèque, pas de bar, rien qui ne soit pas respectueux de l'islam. Mais tout le reste, c'est bon. Paris, 8e arrondissement. Un convoi de véhicules longe lentement le trottoir sur les Champs-Élysées. C'est la sécurité de Walid bin Talal. Avec sa suite, il est en balade dans la capitale. Le prince connaît très bien la France. Il y passe au minimum 1 mois par an pour affaires ou en vacances. Et ce soir-là, il dîne avec amis et collaborateurs dans une brasserie de l'Alma. Sur la table, pas d'alcool, pas même pour les amis occidentaux du prince. Et pas de cigarettes non plus. Le prince a des liens privilégiés avec notre pays depuis des années. Mon père était le premier ambassadeur d'Arabie Saoudite en France. Ma mère vit ici, ma tante vit ici. Elles ont toutes les deux des appartements à Avenue Foch et Avenue Montaigne. Mon père aussi d'ailleurs a un appartement à Avenue Foch. Donc on est très liés à la France. Et pour lui, ce sera avenue Georges V, l'hôtel Georges V, qu'il possède. Il l'a racheté pour 140 millions d'euros en 1996. À l'époque, le Georges V n'attirait plus personne. Une vieille dame décrépie à l'avenir incertain. Le prince Al-Walid a dépensé 180 millions d'euros pour le rénover. Après 3 ans de travaux, le Georges V a retrouvé son lustre. Lorsque le milliardaire est à Paris, il réserve une 50aine de chambres pour lui et sa suite. Nous retrouvons Raouf, le responsable des télécommunications du prince. Voici l'étage réservé. Là à gauche, vous avez la suite de son Altesse royale. Elle est juste là. Voilà. La chambre à côté, ça c'est son garde du corps privé, le docteur, son coiffeur qui est là. Et là, vous avez le protocole. Et là, sur la 131, c'est le monsieur qui s'occupe de ses affaires personnelles. Et la 135, c'est le PC communication. Raouf prépare le courrier, les emails, les contrats à faire signer. Raouf est au courant de tout. C'est vos secrets? Oui. De quelle manière? Ben, secret total. D'ailleurs, je ne parle jamais de fabriquer que ce soit, des investissements, des transactions ou des montants que le prince signe ou donne des ordres. Ça, c'est pas. Je suis là aussi pour protéger un peu les informations du prince. Raouf est au service du prince 18 heures par jour. Et voilà le Wall Street Journal qui vient d'arriver. Il est presque 2 heures du matin. Raouf doit rejoindre le prince pour lui fournir les tout derniers emails. Walid bin Talal a fini de dîner et se trouve désormais au Phuket. Les Bédouins sont là. Toute une partie de la terrasse est réservée. Et la question du moment, c'est où dîne-t-on demain soir? On voudrait manger chinois.
Et on doit réserver dès ce soir, hein. Du chinois. Ok, chinois. On pourrait manger chinois à l'Alsace? De la nourriture chinoise dans un restaurant français. Dans ce cas, on ferait peut-être mieux de manger français. Alors, faudrait savoir. Tu veux un repas chinois ou pas? Quel est le débat, Votre Altesse? Le débat, c'est que je voudrais manger chinois demain. Mais on veut être sur les Champs-Élysées. Et il n'y a pas de restaurant chinois sur les Champs-Élysées. Donc on prévoit d'amener un repas chinois dans un restaurant français, l'Alsace, là, sur les Champs-Élysées. Vous voyez? Regardez comme il est mécontent. Regardez comme il est énervé. Chauvinisme français. Bon alors d'accord, on aura un repas français dans un restaurant français, voilà. C'est un rituel. Le milliardaire passe toujours ses soirées parisiennes sur les Champs-Élysées. L'ambiance est plus que détendue, mais pourtant, le prince est toujours sur la brèche. Coup de téléphone, lecture de dossier, signature de courrier, cela n'arrête pas. Allô? 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 Et parfois pour de très grosses affaires. L'accord que je viens de signer à l'instant, c'est mon engagement dans l'augmentation de capital d'Euro Disney. Aujourd'hui, là, je viens de faire un instant, par hasard. Combien? Environ 25 millions d'euros, maximum. Hein. Là, maintenant? Oui, je viens de signer maintenant cet accord. Disneyland Paris. Walid bin Talal possède 10% du capital de ce parc d'attractions. Pour le moment, cela ne lui a rien rapporté, mais il n'a pas l'intention de vendre. Et puis, ça fait des places gratuites. Le prince adore. Et en affaires, la vitesse, c'est un de ses secrets. Si vous n'avancez pas à la même vitesse que le monde entier, alors vous restez sur la touche, même si vous allez à 100 km/h. En d'autres termes, si vous allez à 100 à l'heure, ce qui est très rapide, mais que quelqu'un d'autre est à 120, il va vous battre. Impossible. Vous devez être dans les starting blocks, prendre des décisions rapides, immédiates, et espérons les bonnes décisions. Il est très tard dans la nuit, à l'hôtel Georges V. Dans le palace, tout le monde dort ou vaque aux occupations nocturnes. Mais quelques serveurs sont là, au garde à vous. Le prince leur a envoyé... Vous avez l'heure? Oui, pas de monde. Mais à mon avis, il doit être 4h30. 5h moins le quart. Ben oui, 5h moins le quart. Un buffet est dressé, c'est pour le prince. Seul le maître d'hôtel personnel de Walid bin Talal maîtrise les subtilités de cet emploi du temps. Là, c'est une journée qui est très très longue où il commence le matin en général vers 11h et où il se lève vers 11h et il se couche en général vers 5-6h du matin. Donc ça fait vraiment des journées très très longues. Et là, c'est le dîner. Le déjeuner, en général, c'est 20h. Voilà. Tout est prêt et heureusement, parce que le milliardaire arrive. Ce soir, cuisine iranienne ou indienne. Le prince est végétarien et fait très attention à sa ligne. Ok, bon, je suis prêt. Qu'est-ce que vous me proposez de bon? Plusieurs sortes de soupes, de légumes, et de l'autre côté, nous avons du guébas. C'est quoi ça? Un consommé. C'est indien? Oui, bien sûr, de ce côté c'est indien, Votre Altesse, et de l'autre c'est iranien. C'est indien. Et là, c'est iranien. Ce sont des épinards et des pommes de terre, comme vous avez demandé. Il y a de la crème, non? Sans crème, non, c'est du riz. Comment savez-vous qu'il n'y a pas de crème? Parce que nous l'avons demandé au chef. Donnez-moi une cuillère de ça, alors. Avec plaisir, Votre Altesse. Ok. C'est bon, terminé, merci. Votre Altesse, vous ne voulez pas de soupe ce soir? Mais c'est quoi cette soupe? Vous en voulez une autre? C'est quoi celle-là? Il y a du curry, des épices. Et des lentilles. Donnez-moi une soupe de poisson. Avec plaisir. Une soupe de poisson, régime, 100%. Sinon, c'est trop risqué, je pense. Bon, ok, les autres peuvent commander. Merci, Votre Altesse. Et chaque nuit, le prince Al-Walid peut rester ainsi, à souper dans les salons du Georges V, jusqu'à l'aube. Au même endroit, quelques courtes heures de sommeil plus tard. Le maître d'hôtel du prince est au garde à vous. Il est 14h, son Altesse commence sa journée selon un rituel précis. Tout son entourage est là.
3 chargés de protocole, 2 secrétaires, 2 gardes du corps saoudiens et un Français, un valet, sans oublier le vieux bédouin. Le coiffeur et le médecin privé ne sont pas loin non plus. Juste à droite du prince Al-Walid, une télévision réglée sur les chaînes qu'il possède et une petite table sur laquelle sont disposés quelques objets. Le prince est attentif aux moindres détails. Vous avez déjà commis une erreur avec lui? Pas d'erreur vraiment. Au début, bien sûr, il y a cette partie un petit peu test, où il vous pose un petit peu des questions, vous avez intérêt à être rapide parce qu'il ne supporte pas perdre du temps, il faut répondre du tac au tac, entre guillemets. Et donc, j'ai jamais commis d'erreur vraiment grave, sinon je ne serais plus à son service. Cet après-midi, Walid bin Talal doit recruter des hôtesses de l'air pour son nouvel avion, le Boeing 747. Sa chef hôtesse, Emma, a réalisé pour lui une présélection parmi les candidats. Ces jeunes femmes travaillent déjà toutes pour des compagnies aériennes. Le prince leur a offert le voyage à Paris pour qu'elles puissent venir passer un entretien. Tu les as toutes rencontrées? Oui, Tu t'es fait ton idée pour chacune d'entre elles? oui, j'ai ma petite idée. C'est parti. Chacune va avoir droit à 5 vraies minutes d'entretien et une batterie de questions. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Vous travaillez où, Sandra? Pour Titan Airways. Hein? Titan Airways, à Stansted. Sur quel appareil vous travaillez? Sur 777, 200 et 300. Combien d'années êtes-vous resté avec Qatar Airways? 3 ans et demi. Et vous les avez quittés là maintenant? Oui, en juillet. Vous le voulez ce boulot? Oui, je le veux vraiment. Combien d'années voulez-vous passer avec nous? 7, 6 ou 7. Vous parlez un peu arabe? Un chouïa. Bon alors on se reverra. Ne partez pas. Merci, merci messieurs. Dans ce genre de moment, le prince Al-Walid devient patron. S'il mène les entretiens lui-même, c'est qu'il considère les relations entre salariés de sa société comme une des clés de sa réussite. Emma doit valider cette hôtesse. Et même si moi je suis d'accord, mais qu'Emma ou le commandant de bord ne sont pas d'accord, je ne l'embaucherai pas. Il faut de l'harmonie, toujours. Et ce prince patron n'a pas son pareil pour déstabiliser un interlocuteur afin de le tester. Ce pilote de 747 va en faire les frais. Si je vous offre ce boulot aujourd'hui, vous le prenez? Mais je voudrais savoir. C'est pour du long terme, alors je voudrais vraiment pouvoir voir où nous allons vivre avec ma famille, où nous serons. Donc vous êtes un peu hésitant. Je le suis parce que je ne sais pas. Alors pourquoi être venu si vous hésitez? Parce que j'ai vraiment envie d'avoir ce boulot. Je pense que votre avion, le 747 que vous avez commandé, va être extraordinaire. Et vous voulez quoi exactement? Je voudrais, si c'est possible, voir les conditions de vie. Bon, je vais en parler avec mon commandant de bord maintenant. Merci beaucoup. Je n'aime pas les gens hésitants. Je ne peux pas me permettre, alors que mes opérations vont si vite, sont si importantes. J'ai besoin de gens capables d'agir promptement et rapidement et qui savent où ils vont. Vous essayez de les stresser un peu, de les pousser pour voir leur réaction? Bien sûr. S'il doit craquer dans le quart d'heure, autant qu'il craque ici et pas à 30 000 pieds d'altitude. Bien sûr. S'il doit craquer, qu'il craque au George V, ici, sur la terre ferme. Fin des rendez-vous de travail. Le prince s'est levé et comme l'exige l'étiquette, tout son entourage est debout, comme lui. Après avoir fait passer une dizaine d'entretiens d'embauche, son Altesse va maintenant se consacrer à toute autre chose. Ces hommes menés par Raouf sont arrivés de Londres ce matin. Depuis 5 ans, ils travaillent à un des projets les plus incroyables du prince Al-Walid. Et aujourd'hui, ils viennent lui en montrer les tout derniers éléments. Bonjour, je peux m'asseoir à côté de vous? Où vous voulez. S'il vous plaît, venez là. Vous êtes le bienvenu. Manal, du thé. Sur ce chariot, les plans du bateau que Walid bin Talal va bientôt se faire construire. Et ce n'est pas vraiment une coque de noix. Où allons-nous l'amarrer? Oui, où est-ce que vous allez l'amarrer? Parce qu'il y a plein d'endroits pour ça. À Antibes, oui. Oui, il pourra entrer dans le port d'Antibes. Ce sera un des meilleurs bateaux du monde. Sa longueur? Quelle est sa longueur, monsieur Beckett? Sa longueur est de 171 mètres. 171.
Monsieur Beckett est le responsable du bateau. Et quel sera le rang de ce bateau parmi tous les yachts privés du monde? Numéro 1. C'est l'architecte et c'est lui qui le dit. Numéro 1. Car pour le moment, le Prince ne possède que le 26e plus long bateau privé du monde, le Kingdom 5KR, qui ne mesure que 86 mètres de long. Construit en 1980, ce yacht a successivement appartenu au milliardaire saoudien Adnan Khashoggi, puis au sultan de Brunei, et enfin au millionnaire américain Donald Trump. Le prince Al-Walid a racheté le bateau en 1991 et l'a entièrement réaménagé. Mais aujourd'hui, il veut un nouveau bateau, 2 fois plus grand. Et voilà le bateau. Mais vous gardez ça secret, hein? Très moderne. Entre moderne et ultra moderne. Rien de classique, une icône. Comme la tour Kingdom que vous avez vue à Riyad. Une icône. Comme le George V, une icône. Euro Disney, une icône. Des symboles, des repères. Et toujours le même message. Un message de force, de profondeur, d'être le numéro 1. Un point, c'est tout. C'est la vue vers le haut à travers l'atrium principal. Donc vous passez par le premier pont, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième, et ça c'est un escalier de marbre blanc qui le traverse jusqu'à l'étage de votre chambre. La semaine dernière, nous avons appris la demande de son Altesse d'inclure dans le plan un foyer sur le pont. Pour faire un feu. Un grand foyer à l'extérieur. Comme ce que vous avez vu à Courchevel. Donc c'est un foyer central et le soir ce sera très agréable, tard dans la nuit, à 1h, 2h du matin, quand le feu brûlera sur le pont. À 3h. Walid bin Talal est un client exigeant et parfois imprévisible, mais son interlocuteur sait y faire. C'est une bibliothèque de 2 étages. La plus grande bibliothèque flottante. Comment ça, une bibliothèque? Vous voulez dire un grand salon? Oui, avec des livres, des objets, des choses que vous pourriez collectionner. Mais je vais pas mettre de livres ici, moi. Ah, pas de livres? Ah non, seulement rien des livres. Vous devez trouver une autre idée. Des objets, des trophées? Oui, mais pas de livres. Des trophées, oui. Des drapeaux? Je peux mettre mes médailles? Gardez cette idée, des médailles, tiens. Ah, l'ensemble sera une collection fantastique. Gardez cette idée. Faisal? Du thé. Est-ce toujours facile de travailler avec son Altesse? Ah, il est très exigeant. Mais c'est le défi. Si c'était facile, on n'irait pas aussi loin. C'est un défi d'aller aussi haut. Vous gardez le contrat, ne vous inquiétez pas. Est-ce que je peux vous demander le budget pour ce bateau? Non, vous pouvez pas. Le prix est secret, car le prince négocie encore avec les chantiers navals qui vont construire le bateau. Mais selon nos estimations, il est au minimum de 160 millions d'euros. C'est la fin du séjour parisien. Robert, chargé des voyages, récupère l'addition. Une 50aine de chambres, les repas, un service de sécurité français, les chauffeurs, plus quelques pourboires, 450 000 euros au total pour 4 jours. Ça aussi, ils vont le filmer? Vous vous rendez compte? Je paye pour mon propre hôtel. Car bien sûr, le prince règle la note, comme n'importe quel client. Seule différence, quand il s'en va, tout le personnel le salue, du directeur au portier. Voici l'autobus princier. Au Bourget, c'est l'Airbus qui attend. Prochain séjour, en septembre. D'ici là, le directeur va pouvoir souffler. Retour à Riyad. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, il y a plus qu'un froid entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Le prince Al-Walid, qui a investi l'essentiel de sa fortune aux États-Unis, veut renouer les liens entre les deux pays. Ce soir, un dîner se prépare dans la tour du milliardaire. Ce n'est pas un dîner officiel, mais il peut compter dans les relations entre Riyad et Washington. Et le prince vérifie lui-même les moindres détails. Vous avez rédigé le menu ou pas encore? Vous allez le mettre là? Vite, très vite s'il vous plaît.
Quand est-ce que vous allez mettre les noms? J'attends le... Ce sont nos couverts, ça? Oui, oui. Ça, ce sont nos couverts. Oui, oui. C'est vrai? Pas mal. L'invité du prince, c'est Madeleine Albright, ex-chef de la diplomatie américaine sous la présidence Clinton. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Elle représente des investisseurs américains à la recherche de bonnes affaires. C'est elle qui a demandé à rencontrer le prince. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Moi aussi. Mais ce soir, l'objectif est déjà de bien se comprendre et de parler vrai. Alors Madeleine Albright met tout le monde à l'aise par une petite plaisanterie autocritique. J'ai entendu une blague l'autre jour. Un homme est à l'aéroport et il demande à quelqu'un « Qu'est-ce que vous pensez de l'Amérique ?» Et cette personne lui répond « J'adore les Américains. » Alors l'homme demande à une deuxième personne qui lui répond « Quel pays merveilleux, j'adore l'Amérique. » Et ensuite il demande à une troisième personne « Qu'est-ce que vous pensez de l'Amérique ?» Le gars lui répond « Génial, un pays fabuleux. » Et notre homme demande à une quatrième personne « Qu'est-ce que vous pensez des Américains ?» Et la personne répond « Je déteste les Américains. » Et donc notre homme lui dit « Pourriez-vous surveiller mes bagages s'il vous plaît parce que vous êtes la seule personne qui dit la vérité. » Très drôle. J'étais dans le bureau du président Clinton, nous étions en train de prendre le petit déjeuner, on discutait, et juste avant la fin de la rencontre, je lui ai demandé « Quel est le plus gros regret que vous ayez eu pendant votre présidence ?» Il a tapé du poing, et il a dit « Ce maudit Arafat m'a tout fichu en l'air. » C'est vrai. L'ambiance est si détendue que tout le monde en oublie notre caméra. Et le sujet qui va occuper tout le dîner, c'est l'échec de la dernière grande négociation entre Israéliens et Palestiniens aux États-Unis en juillet 2000. À l'époque, le président américain Bill Clinton avait tout fait pour réconcilier Yasser Arafat et Ehud Barak, le premier ministre israélien. Madeleine Albright était là. Le prince veut savoir ce qui s'est vraiment passé. Qu'est-ce qui a cassé dans les négociations entre Barak et Arafat? Qu'est-ce qui a fait tiquer Arafat? Je pense qu'Arafat ne voulait pas du tout être là. Et qu'il ne pouvait pas trouver un accord. Il n'avait pas assez d'imagination. Quel est le point sur lequel il ne pouvait pas avancer? Tous les points. Il ne pouvait pas. Il pensait qu'il devait obtenir tous les territoires. Il n'aimait pas les points concernant les réfugiés. Il avait des problèmes évidemment avec la question de Jérusalem coupée en deux. Il était très intéressant. J'espère que vous lirez mon livre et vous verrez qu'en fait, il n'était pas engagé. Barak lui faisait des suggestions et Arafat continuait à dire non. Barak était très sincère. Oui, et Clinton a tellement essayé que je pense qu'Arafat n'était simplement pas prêt à faire quoi que ce soit. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé? Je pense exactement la même chose que vous. Et le prince Abdullah l'a dit aussi qu'Arafat ne pouvait pas le faire. C'est pour ça que je vous pose cette question. Est-ce que Sharon peut se permettre de faire la paix? Je commence à penser, avec tout ce que j'ai entendu ces derniers jours ici, qu'il ne peut pas se permettre de ne pas obtenir la paix. Parce que maintenant, tout est focalisé sur le fait qu'Israël ne fait pas ce qu'il devrait faire. Et je pense que cela rend leur position dans la région de plus en plus difficile. Plus personne ne peut mettre ça sur le dos d'Arafat. Non, tu as tout à fait raison, Greg. Il n'y a plus de raison de le faire. Je pense que Sharon doit bouger. Tout dépend si Bush couvre ou non le fait que Sharon ne bouge pas. Sur la table, ce n'est pas du champagne, mais du jus de pomme. Et vers la fin du dîner, c'est tout naturellement qu'on s'échange les cartes de visite. Mon email, mon fax, mon numéro de téléphone, tout y est. Car il y a aussi ce soir-là l'envie de faire des affaires ensemble. Votre Altesse, je voudrais vous dire quelque chose à propos des investissements. Des grandes multinationales et de très grands fonds de pension américains nous demandent des conseils sur les pays émergents, sur les marchés émergents au niveau mondial, parce qu'ils ne croient pas... Et pour une fois,
notre caméra dérange. Est-ce qu'on pourrait ne pas... Pas de caméra, pas de caméra. Comme d'habitude avec le prince Al-Walid, affaires, diplomatie officieuse et politique se mélangent. Pendant cette soirée, il a été décidé que Madeleine Albright allait aider le prince à créer aux États-Unis des centres universitaires consacrés au monde arabe, une manière de rapprocher les deux pays. C'est le moment du cadeau. Le cadeau, c'est pour vous, Madame Albright. C'est typique de l'Arabie Saoudite. Nous appelons cela de l'encens. Il y a un autre cadeau? Oh, C'est de l'encens, ça. superbe. Question, les relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis ont-elles progressé ce soir-là? Vous voulez que je vous réponde en français ou en anglais? Mais vous parlez français? Oui. C'est Madame Albright. Qu'est-ce que vous croyez? Quand on est ministre, on vient avec un agenda, avec quelque chose qu'on doit dire, on doit apprendre quelque chose. C'est un peu plus comme un danse. C'est tout dirigé. Et la chose que j'avais pas l'occasion de faire quand j'étais ministre est de vraiment parler avec des autres gens. On a des réunions gouvernement à gouvernement, pas tellement de l'occasion d'avoir de vraies conversations. Et c'était très intéressant ce soir. Quand j'étais ministre, j'ai appris aussi à ce temps-là que les businessmen peuvent faire toutes sortes de choses que le gouvernement ne peut pas faire. Alors, j'espère que ça va aider aussi. Je suis certain que vous allez entendre parler d'encore plus de choses qui se feront entre moi et Madame Albright, et je suis très fier de ça. Bonne alchimie. Thank you very much. La soirée est terminée. Madeleine Albright n'hésite pas à faire la bise au prince. On est très loin du protocole. Merci, on se reverra souvent. Souvent. Au revoir. On n'en a pas encore fini tous les deux. Mais juste avant de partir, un proche de Madeleine Albright profite de ce tout dernier instant pour solliciter le prince. Yes, yes. Send me facts. Explain it, mommy. So I can work it systematically. Much better. We do it right way. Send me a message. I will do it methodically. Don't worry. Shukran. Thank you. Thank you very much. See you. Thank you. Vendredi matin, comme tous les Saoudiens, le prince Al-Walid se rend à la mosquée. Il est entouré d'une dizaine de gardes du corps. Cette mosquée que le prince a fait construire il y a 10 ans se trouve à 5 minutes de son palais. Elle ne lui appartient pas, mais il l'a entièrement financée. Walid bin Talal y vient toujours à pied et s'installe toujours au même endroit, dos à un pilier. L'Arabie Saoudite est terre de l'islam. C'est dans ce pays que cette religion est apparue il y a 1400 ans. Aujourd'hui, l'islam est ici la religion d'État et la famille royale est considérée comme la gardienne de l'islam. Elle choisit les responsables religieux du pays. Des responsables qui influencent aussi les musulmans du monde entier. 1,3 billion. 1,3 milliard de musulmans considèrent l'Arabie Saoudite comme le gardien de l'islam, comme le guide de l'islam, comme la sécurité de l'islam. Et le même nombre de fidèles prient tous les jours, 5 fois par jour, vers Dieu et en se tournant vers la Mecque. Donc il y a une énorme responsabilité et je peux vous assurer que la famille royale et le gouvernement d'Arabie Saoudite prennent ça très très au sérieux. La présence de notre caméra dans cette mosquée saoudienne pendant la prière est tout à fait exceptionnelle. Les fidèles sont surpris, mais pas hostiles. Quant au prêche, pas de doute, il nous est clairement destiné. L'islam et les musulmans sont l'objet aujourd'hui d'accusations de terrorisme, de violence et d'extrémisme.
Certains médias biaisés considèrent le terrorisme comme une caractéristique intrinsèque à l'islam et à ceux qui y adhèrent. Même les apparences d'appartenance à l'islam posent des problèmes dans certains pays et dans certains milieux sociaux. Des médias ont allégué que les enseignements de l'islam poussent au terrorisme et invitent les musulmans à prendre son chemin. Ils disent que des versets coraniques et des paroles du prophète parlent du terrorisme explicitement ou tacitement. Cela est en totale contradiction avec la réalité. Le prophète dit au sujet des gens du livre: les juifs et les chrétiens ont les mêmes droits que nous et les mêmes devoirs que nous. Le Coran enseigne le bon traitement avec eux. Est-ce que c'était un prêche rien que pour nous? Je peux vous assurer une chose. J'ai appelé l'imam hier soir et je lui ai dit qu'il y aurait des journalistes français. Je lui ai demandé le thème de son prêche. Il m'a répondu que le thème du discours, ce serait sur les relations entre l'islam et les autres religions. Je lui ai dit merci, j'ai raccroché, donc c'est une coïncidence. Mais quand même, je vais vous dire, si cela avait été un discours différent, je lui aurais demandé de faire un prêche qui parle de l'islam et des autres religions. Je l'aurais fait. Mais je n'ai pas eu besoin de le faire parce qu'il allait le faire de toute manière. Le discours que nous avons entendu est donc la position officielle défendue par la famille royale. Et ce serait désormais celui que les Saoudiens peuvent entendre dans la majorité des mosquées du pays. Car officiellement toujours, tous les imams extrémistes ont été remplacés par des prêcheurs modérés. Mais est-ce suffisant? Est-ce que les gens ici sont d'accord avec ce qui a été dit? Je pense que la majorité est d'accord. Mais il y a une minorité ici, exactement comme il y en a dans des synagogues ou dans certaines églises qui ne sont pas d'accord avec ce que le prêtre ou le rabbin disent ici et là. À votre avis, qu'est-ce qui peut les ramener dans le droit chemin? Bonne question. Je pense que nous devons être constants, persévérants. Nous, les gens modérés, nous qui représentons le vrai islam, nous devons nous faire entendre d'une voix plus forte. Nous devons parler plus fort, de manière à ce que ces personnes comprennent et nous croient. Parce que certains d'entre eux seront convaincus et ils se diront « Attends une minute, on a tort, on retourne dans le Coran majoritaire ». Et pour faire entendre ses idées, le prince Al-Walid est en train de créer une chaîne de télévision religieuse modérée qui devrait être diffusée dans tout le Moyen-Orient d'ici un an. À 50 km de Riyad, en plein désert, on se croirait dans un décor digne d'un James Bond. Des tentes dressées sur les dunes, des groupes électrogènes et des antennes satellites. Nous sommes dans le Desert Camp du Prince. Un camp provisoire, une sorte de camping royal, mélange de technologie et de tradition. Et justement, voici le Prince. Nous sommes mercredi soir, la veille de week-end en Arabie Saoudite. Et comme chaque mercredi, son Altesse vient passer une nuit dans le désert. 22 h. La soirée commence par un rendez-vous traditionnel sous la tente. Un majlis, une assemblée ouverte à tous ceux qui s'y présentent. En Arabie Saoudite, petits chefs locaux ou membres de la famille royale ont le devoir de tenir ce genre de réunion. Pendant 2 heures, le prince va recevoir des visiteurs venus lui dire ou lui demander quelque chose. Comme ça, pas bien pour moi. Même sous la tente, la nuit, la température peut descendre à quelques degrés seulement au-dessus de zéro. Devant le prince, des faucons, symboles de puissance, qui sont dressés pour chasser ou pour décorer. Et toujours la télévision, à portée de vue. Voici les premiers pétitionnaires. Ce sont des chefs de tribus et des notables. Une quinzaine de personnes. Leurs demandes n'ont rien de politique. En général, ils veulent simplement de l'argent ou un avantage personnel. Par pudeur, ils parlent très bas. Le prince donne toujours. Par exemple, ce monsieur, il a un emprunt auprès d'une banque. Voilà la preuve.
100%. Oui, mais peut-être qu'il ne rembourse pas pour de mauvaises raisons. On l'aide, on l'aide. Un Saoudien, on l'aide. Ça va, pas de problème. Mais ce n'est que le début d'une longue soirée, car dehors, ils sont plus de 500 à attendre de rencontrer le prince. Ces hommes arrivent de tout le pays. Plutôt que de se présenter au palais pour déposer leurs doléances, comme ceux que nous avions filmés quelques jours plus tôt, ceux-là ont choisi de venir au Majlis, dans le désert. Si ces hommes ont voulu venir ici ce soir, c'est pour pouvoir remettre leurs demandes au prince en main propre. C'est la tradition. J'ai énormément de dettes et je compte sur Dieu et sur toi. Monseigneur, je dois subir une opération aux yeux et dans mon ventre. Et je ne peux compter que sur Dieu et sur toi. Je dois faire cette opération et je suis criblé de dettes. Je n'ai qu'Allah et toi. Mes racines. Mes racines, mes traditions, ma religion. C'est un vrai plaisir pour moi, j'adore ça. Ça me plaît. Aider les gens, être proche d'eux. Parce que la richesse vous fait parfois penser que vous êtes au-dessus des autres. Ce n'est pas bon. Il faut garder les pieds sur terre, être avec les gens. Cela vous rend plus humain. C'est très important. Ne pas perdre le contact avec les gens, avec la vraie vie, la communauté, jamais. S'asseoir à même le sol, devant un feu. Échanger avec eux, voir quels sont leurs besoins, c'est très important. Mais parfois, la supplique prend une toute autre forme, celle d'un poème. Dire un poème ne permet pas de demander plus d'argent, mais c'est pour le poète une fierté. Tous les rois se tiennent debout pour toi, parce qu'ils connaissent Walid, qu'ils ne peuvent t'égaler. Je n'ai jamais goûté au bonheur. Et la nuit, je ne dors pas, car je porte des plaies. La mort de mon père, de ma mère, de Mouna, de Salawa et de Manal. Mon père est décédé il y a 2 semaines, monseigneur, et c'est toi maintenant, mon deuxième père. Au total, le prince Al-Walid va écouter plus de 20 poèmes à sa gloire pendant 3 quarts d'heure. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est comme ça, chaque semaine. Tous les pétitionnaires sont là. La tradition veut que chacun attende sur place la fin des poèmes pour repartir. Des majlis comme celui-ci se tiennent tous les mercredis soirs dans toute l'Arabie, mais rarement avec un tel faste. Il est 2 h du matin et ne reste plus que les intimes. Dis un poème, vas-y, dis un poème. Ce bédouin n'est pas n'importe quel poète. Il était à Courchevel et à Paris, au Georges V, avec le prince. Il l'accompagne partout, un peu comme un vieil oncle. Encore la tradition. Qu'est-ce qu'il dit, votre Altesse? Il dit qu'on y va. Les derniers pétitionnaires sont partis et Walid bin Talal rejoint une petite terrasse en plein air où ne restent que ses amis. C'est ici que le prince aime finir la nuit. Ici, plus personne ne vient lui demander quoi que ce soit. Et comme toujours, lorsqu'il aime se détendre, il y a un grand feu. Le prince Al-Walid n'est jamais bien loin de ses affaires, et devant nous, il a conclu la vente de son Boeing 767 par SMS. Autour de lui, son entourage du désert se détend. Des tournois sont organisés et une fois par mois, le prince offre 1 000 $ aux gagnants. Mais Walid bin Talal a-t-il vraiment écouté tous ceux qui sont venus le voir ce soir? Un homme vous a dit tout à l'heure que son père est mort il y a 2 mois. Il y a 2 semaines. Oh, pardon, je n'ai pas compris. Et il voulait que vous soyez son père maintenant. Ouais, je suis fier de ça. J'aime ça.
Je pense que ce qu'il veut me dire, c'est qu'il me fait confiance. Il veut que je sois comme son père. Pour moi, c'est un honneur qu'un Saoudien vienne et me dise « Soyez comme mon père ». Je ne serai jamais comme son père, mais je serai de fait son père. De toute évidence, il veut de l'attention, il veut que je prenne soin de lui. Et c'est quelque chose que je veux faire. Alors vous entendez vraiment ce qu'ils disent? Oui, j'entends. Vous prêtez vraiment attention à ce qu'ils disent? Je prête trop d'attention à ce qu'ils disent. Ce que ces gens disent, c'est un message direct du peuple d'Arabie Saoudite. Certains d'entre eux viennent et disent « j'ai besoin de ça ». D'autres disent « je veux ça ». Certains disent « j'espère ça ». Mais d'autres me disent ce qu'ils attendent de la part du gouvernement. Donc il y a beaucoup de messages politiques sous-entendus dans ces poèmes. Nuit blanche. Il est presque 6 heures du matin. La télévision diffuse un programme religieux. C'est l'heure du petit déjeuner. Une grande tente est prévue pour cela et tous les plats ont été apportés du palais. Autour du prince, les fidèles. En fait, toujours les vieux bédouins et des collaborateurs de sa société. L'atmosphère est très détendue, ce sont les rares moments d'intimité du milliardaire. Comment est-ce que l'amitié est possible pour quelqu'un dans votre position? Laissez-le poser sa question. C'est quoi l'amitié pour quelqu'un dans votre position? Comment est-ce possible? Non. C'est très facile d'avoir des amis. Ne soyez pas obsédés par cette histoire d'argent. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on n'a pas d'amis. Comme n'importe qui. Il y a un mythe dans ce monde qui dit que quand on a beaucoup d'argent, si Dieu vous a donné beaucoup d'argent, vous êtes coupé du monde, vous êtes alouf, ce qui veut dire voler très haut, sans aucun contact avec qui que ce soit. Mais là, ce sont tous mes amis. L'amitié pour moi, c'est comme l'amitié pour vous ou pour n'importe qui d'autre, et je lui accorde la même valeur que celle que vous lui accordez. Oui, mais moi je suis quand même obsédé par votre fortune, d'accord? Oui, ça j'ai compris. Quelqu'un qui est très riche pourrait craindre que les gens viennent à lui parce qu'il est riche. Comment est-ce que vous faites avec ça? Oui, bien sûr. J'ai de vrais amis, j'ai des relations d'affaires, j'ai des gens qui travaillent pour moi, et puis j'ai des gens qui viennent me voir pour d'autres raisons. Pour ma fortune, par exemple, ça je le sais. Mais ça va, dans ma tête, heureusement, j'arrive à faire la part des choses, à donner à chacun une position dans le tableau d'ensemble. Mais ça va, c'est la vie. Il est 7 heures du matin. Le prince Al-Walid va maintenant se reposer. Le soleil se lève. Demain, le milliardaire passera sa journée dans le désert. Voilà, reportage de Christophe Brûlé de la rédaction de Zone Interdite sur des images d'Arnaud Mansir, un montage d'Isabelle Laporte. Le prince Walid bin Talal a accepté de nous recevoir donc à bord de son yacht. Merci encore, Votre Altesse, d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce reportage qui a été fait de vous, ce portrait? Oui, je crois. D'ailleurs, c'était l'intention de M6 de me filmer comme je suis, et on me reconnaît tout de suite. De toute façon, avec moi, il n'y a rien de caché, je joue carte sur table. Et vous êtes un peu un ambassadeur de l'Arabie Saoudite, mais est-ce que ce modèle que vous donnez de Saoudien moderne, résolument moderne, est-ce qu'il n'est pas en contradiction avec l'image de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, qui apparaît comme un pays immobile, un pays très conservateur? Je suis un homme d'action. J'aime avancer, faire bouger les choses. Ces dernières années, j'ai été gâté. J'ai pu faire évoluer mes centres d'intérêt dans tous les domaines. D'abord sur le plan financier, économique et dans le monde des affaires, mais aussi sur le plan social, humanitaire et même parfois politique. Quand un homme se bat sur tous les fronts, il n'a pas le temps d'aller lentement. Il doit être très agressif. Je pense que ce que je suis en train de faire maintenant, c'est justement ce que veulent la majorité des Saoudiens, hommes ou femmes, pour leur pays.
Mais aujourd'hui, la musique est interdite, la danse est interdite, l'alcool est bien évidemment interdit, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs à la limite. Mais la police religieuse, les Moutawas sont très puissants dans votre pays. Les femmes ne peuvent pas voyager sans l'accord de leur mari, de leur frère ou de leur père. Elles ne sont pas libres, elles ne peuvent pas conduire. Donc c'est un peu en contradiction avec l'image que vous projetez. Votre question est trop vaste. Il faut faire la différence entre les tabous de la société et les interdits religieux. Par exemple, l'alcool est strictement interdit par l'islam, donc ça ne se discute pas. Mais pour ce qui est des droits des femmes, comme celui de conduire ou de travailler dans des conditions identiques à celles des hommes, ce n'est pas du tout contraire à la religion. Et croyez-moi, dans les années qui viennent, les femmes pourront conduire en Arabie Saoudite. Et je le dis publiquement, pas seulement en ma qualité de membre de la famille royale, je suis persuadé qu'il n'existe aucune règle religieuse qui empêche les femmes de conduire. Et je suis sûr qu'elles pourront bientôt conduire, très bientôt. Est-ce qu'on peut être à la fois un État islamique et un État moderne? Bien sûr que nous pouvons être à la fois un État islamique, ce que nous sommes, et un État moderne, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on s'efforce d'être. Par exemple, aujourd'hui en Arabie Saoudite, on utilise les mêmes technologies que vous en Occident. On regarde la télévision, on roule en voiture, on se déplace en avion. On fait beaucoup de choses comme dans le monde occidental. Donc oui, nous voulons la modernité de l'Occident, sans aucun doute. Mais attention, ce n'est pas pour autant que nous voulons adopter la mentalité occidentale. Car certaines habitudes occidentales ne sont pas conformes aux exigences de l'islam. Donc, oui à la modernité, mais pas forcément la modernité à l'occidentale. Parlons de la liberté religieuse. Est-ce que vous trouvez normal qu'en Arabie Saoudite, il n'y ait pas d'église possible, il n'y ait pas de liberté de culte, que les soldats américains qui sont venus en Arabie Saoudite il y a une quinzaine d'années pour défendre l'Arabie Saoudite, le territoire saoudien, contre les visées de Saddam Hussein, n'aient pas pu rentrer sur le territoire saoudien quand ils étaient chrétiens avec une Bible, avec un signe de croix ou assister à des messes? Je suis content que vous me posiez cette question. L'Arabie Saoudite, c'est le Vatican du monde arabe. Et au Vatican, il n'y a pas de mosquée, et il n'y en aura jamais. En Arabie Saoudite, qui est un immense pays, 2 millions de kilomètres carrés, bien sûr, il n'y a pas d'église, mais c'est parce qu'il n'y a pas chez nous de communauté chrétienne. Pourtant, il y a des églises dans beaucoup de résidences réservées aux étrangers. Et ils pratiquent leur religion à l'intérieur de ces résidences. Donc, il est faux de dire que personne ne vit sa foi chrétienne en Arabie Saoudite. Publiquement, non. Mais en privé, oui, ils pratiquent. Est-ce que de votre point de vue, devant Dieu, un chrétien égale un musulman? Pour moi, ce ne sont pas seulement les chrétiens qui sont les égaux des musulmans, mais aussi les juifs. Ce sont les trois religions d'un même Dieu. Tout ce que je fais en ce moment dans ma vie, c'est justement de défendre l'idée que ces trois religions sont égales. Aucune différence entre elles. Et parmi tous mes amis, il n'y a pas que des chrétiens. Il y a des juifs, et on se voit, on discute de tous les sujets, et beaucoup d'entreprises dans lesquelles j'ai investi ont des actionnaires de religion juive. Donc je n'ai jamais fait, et je ne ferai jamais de différence entre juifs, chrétiens et musulmans. Et quand vous dites ça à vos oncles, à vos cousins de la famille princière, ça ne les choque pas, ils sont d'accord avec vous? Tous? Tout ce que je vous dis là est exactement à 100% ce que répondraient mes oncles qui gouvernent l'Arabie Saoudite. À votre Altesse, vous avez fait un don de 17 millions d'euros au musée du Louvre, c'était au début de l'été à Paris, pour développer un département des arts islamiques. Vous avez été reçu par Jacques Chirac, on regarde d'ailleurs ces images. Bonjour. Le don du prince Walid va financer une partie des travaux du nouveau département des arts de l'islam. 13 000 objets installés sur 4 000 mètres carrés dans la cour Visconti. Ouverture prévue en 2009. Alors c'est Jacques Chirac qui va l'inaugurer. Pourquoi pas? Vous lui poserez la question.
Voici le projet retenu, dévoilé par Jacques Chirac. Les architectes Bellini et Ricciotti ont conçu un voile de verre pour éclairer les collections. Vive le Louvre. Vive notre chef. Pourquoi avez-vous fait ce don au Louvre? Que souhaitez-vous démontrer à travers ce département des arts islamiques? C'est très important pour moi d'avoir fait ça, parce que nous devons montrer aux Occidentaux, aux chrétiens, aux Français ce qu'est l'islam. Nous devons parler de l'islam et leur montrer le vrai visage de l'islam. L'islam, ce n'est pas seulement le terrorisme, ce n'est pas ce petit groupe de gens qui ont kidnappé notre religion et sont devenus terroristes. L'islam, c'est une grande religion, très diverse, ouverte, pacifique. Nous devons transmettre notre histoire. Et nous remercions le président Chirac, les Français et le Louvre de nous avoir donné cette occasion de montrer l'islam authentique dans le plus beau musée du monde. C'est pourquoi j'ai accepté avec joie de participer. C'est moi qui remercie les Français et je ne leur demande aucun remerciement. Jacques Chirac, d'ailleurs, qui vous a élevé au rang de commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur. Mais alors, tout ce que vous dites ne doit pas forcément plaire dans le monde musulman, à tout le monde, notamment à Ben Laden. Vous connaissez Ben Laden? Vous l'avez connu puisqu'il a été saoudien et proche de la famille royale à une époque? Non, je ne le connais pas du tout. Je suis content de ne pas le connaître et je ne veux pas le connaître. Mais ces idées se sont répandues dans la société musulmane. Et nous devons faire plus pour éradiquer ce fléau qui ronge notre communauté. What do you think of him? Qu'est-ce que vous pensez de lui? Je connais plusieurs de ses frères. Ils sont très normaux, ils sont parfaitement intégrés dans la société saoudienne. Ce sont des bons professionnels. Quant à Ben Laden lui-même, je pense que c'est un terroriste international dont les idées sont très dangereuses. Et j'espère qu'il sera capturé et qu'un jour on sera débarrassé de lui. Est-ce que vous êtes une cible pour Al-Qaïda? Est-ce que vous avez été menacé? Personnellement, je n'ai jamais reçu de menaces directes d'Al-Qaïda, mais des menaces indirectes, oui. What kind of, Les gens d'Al-Qaïda n'aiment pas mes opinions. Par exemple, je suis ouvertement pro-occidental, je défends la modernisation, et dans le même temps, je suis profondément pro-islam. Et évidemment, ça ne leur plaît pas. Parce que tout ce que je fais est anti-Ben Laden, anti-extrémiste. Pour eux, soit vous êtes islamiste, soit vous êtes un ennemi de l'islam. Moi, je leur dis non. Je suis un bon musulman. Même au sommet des pistes à Courchevel, à 3000 mètres là-haut, on peut prier, être musulman et être moderne. Et ça, c'est très dangereux pour leurs idées. Et plus on vous écoute, et moins on comprend pourquoi vous ne faites pas de politique, notamment en Arabie Saoudite, pour que ça aille plus vite. Mais c'est un mythe de croire que pour agir en politique, il faut faire partie du monde politique. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. On peut faire beaucoup de choses en politique, dans le domaine économique ou financier, sans être soi-même un politicien. Par exemple, qui est l'homme le plus influent du monde? Ce n'est pas un homme politique, c'est Bill Gates. Donc vous pouvez être bien plus fort si vous n'êtes pas dans le milieu politique ou au gouvernement. Et ce que je fais en ce moment, pour les idées que j'essaye de faire avancer, les choses ne se passent pas seulement en Arabie Saoudite, mais aussi dans le monde arabe et partout sur la planète. Donc vraiment, faire partie d'un gouvernement serait un obstacle au projet que j'essaye de mener dans mon pays, dans ma région et dans le monde entier. Et si vous mouriez demain, quelle image aimeriez-vous que l'on garde de vous? Si je devais mourir demain, je voudrais que le monde se souvienne de moi comme un homme qui a fait de son mieux pour gagner sa vie honnêtement, comme n'importe qui. Un homme qui a essayé de faire triompher la paix, qui a voulu éliminer la pauvreté. Je voudrais qu'on me considère avec bienveillance comme un homme qui a fait de son mieux en délivrant un message pour améliorer les conditions de vie de l'humanité. Mais plus important encore, après le 11 septembre, comme un homme qui a voulu combler le fossé entre Orient et Occident, chrétiens et musulmans, mais surtout entre l'Arabie Saoudite et le monde occidental.
Merci Votre Altesse, merci d'avoir accordé à Zone Interdite, à Christophe Brûlé notamment, l'autorisation de vous suivre tout au long de ces semaines et faire ce portrait de vous. Merci aussi de nous avoir reçus à bord de ce yacht en baie de Cannes. La rédaction en chef de Zone Interdite est assumée par Jean-Marie Tricot, Valérie Troisier, Marine Vogel. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'information, enquête exclusive. Ce sera lors de l'anniversaire du 11 septembre. Nous sommes partis sur les traces d'Abou Moussab Zarqawi, le lieutenant de Ben Laden en Irak. Rendez-vous donc la semaine prochaine à 22h50. Bonne soirée sur M6.